Voilà, deuxième vidéo sur les mouvements. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux causes des mouvements, c'est-à-dire aux actions mécaniques qui permettent de réaliser un mouvement ou de le modifier. On va donc parler de force et de vecteur force. On va commencer par définir ce mot force. Pas évident à définir. On pourrait dire qu'une force, c'est toute cause capable de modifier le mouvement d'un objet, en modifiant soit sa trajectoire, soit sa vitesse. La force est donc le résultat d'une action mécanique d'un système qui provoque cette action vers un autre système qui va subir cette action. Donc, généralement, dans le cas d'une force, il y a deux systèmes en interaction, celui qui cause la force et celui qui la subit. On s'intéresse à celui qui subit la force, en tout cas quand on fait un bilan et qu'on veut étudier le mouvement d'un système. On va distinguer ici deux types de forces. Il y a des forces de contact qui nécessitent le contact physique entre les deux systèmes en interaction, et les forces à distance qui ne nécessitent pas de contact. On verra des exemples à travers ce qu'on va faire. Chaque force peut être décrite avec à différents degrés. On peut parler de la droite d'action de l'action mécanique. Cela va définir donc la direction pour la force. On peut parler du sens dans lequel cette action mécanique s'exerce, on parlera donc de sens, et on peut parler de la valeur de cette action mécanique, grande ou petite, et on parlera donc d'une norme de force exprimée en newton. Toutes ces indications font que l'outil mathématique le plus adapté pour décrire une force est évidemment un vecteur, puisque un vecteur contient en lui-même une notion de direction, de sens et de valeur. Un exemple, l'action mécanique de la raquette sur la balle au moment où on frappe une balle de tennis avec une raquette, ça c'est une action mécanique, elle pourra se matérialiser par un vecteur force qui a été représenté ici donc par le vecteur rouge. Cette force est une force horizontale, la droite d'action de l'action mécanique est horizontale. Le sens, c'est de la raquette vers la balle, donc ici de la droite vers la gauche, et l'intensité pourrait s'exprimer en newton, elle va dépendre de la force d'impact du joueur, de la manière dont il tient sa raquette, etc. etc. Et cette valeur s'exprimera en newton. Plusieurs notions sont associées à la notion de force. D'abord, le principe des actions réciproques. Que veut dire ce principe-là, qui a été énoncé par Newton et qui s'appelle aussi la troisième loi de Newton? Elle précise que toutes les actions mécaniques sont mutuelles. C'est-à-dire que si un système A exerce une force sur un système B, donc il a subi cette force, alors automatiquement le système B exercera une force parfaitement opposée sur le système A. Par exemple, si on tire sur une corde, on peut dire que c'est cette main numéro 1 qui inflige une action sur la main numéro 2, mais on peut aussi voir ça dans l'autre sens, ces deux forces sont mutuelles. Dans le cas d'un coureur qui s'élance, il va appuyer avec son pied sur le sol, et le sol va en réaction appuyer sous son pied, ce qui va permettre au sprinter de démarrer par exemple. Donc principe des actions réciproques, toutes les actions sont mutuelles, mais attention à ne pas prendre en compte forcément les deux dans vos bilans, on s'intéressera qu'à la force qui s'exerce sur le système qu'on a défini. Si le système ici est le sprinter, on va s'intéresser que à la force de réaction du sol sous son pied. Alors, il y a des forces qui reviennent souvent dans les exercices et qu'il faut connaître. On peut dire qu'au niveau seconde, les trois forces que je vais détailler maintenant sont à connaître, et puis au gré des exercices, on pourra éventuellement en rencontrer d'autres. D'abord, la force d'interaction gravitationnelle, donc énoncée par Newton également, qui se matérialise par ce vecteur-là, c'est-à-dire Newton a énoncé le fait que deux corps massifs s'attirent mutuellement, quels que soient ces corps. On peut parler d'une planète et de son satellite, du Soleil
et d'une planète, mais on peut aussi parler d'objets plus petits. Cette force dépend de plusieurs paramètres, la masse des deux objets et la distance qui les sépare. Pour avoir une formule complète de la forme suivante, la force de A sur B, donc deux corps A et B, égale à donc G, la constante gravitationnelle qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 dans le système international des unités, multiplié par la masse de A et multiplié par la masse de B, donc les deux corps en interaction, et divisé par la distance D au carré qui sépare les deux objets. Le moins et le vecteur UAB étant là uniquement pour donner une notion de direction et de sens à cette force. Donc voilà l'exemple, ces deux sphères peuvent être n'importe quoi, c'est peut-être la Terre et la Lune, ça pourrait être le Soleil et la Terre, et puis ça pourrait être tout simplement la Terre et une balle de tennis. Ça marche dans tous les cas. La force que subira B, par exemple la balle de tennis, depuis de la part de la Terre, est une force de A sur B, c'est-à-dire de la Terre sur la balle. Elle se matérialise par une attraction, la Terre attire à elle la balle, donc un vecteur qui a cette direction-là, le sens en direction du centre de la Terre et la valeur que l'on peut calculer avec la formule qu'on a vue précédemment. Et le résultat s'exprimera évidemment en Newton. Deuxième force à connaître, c'est le poids d'un objet. Alors attention, c'est la même chose que la force gravitationnelle. Simplement, le poids d'un objet, c'est la force gravitationnelle, mais dans un cadre un peu restreint, ce qui fait qu'on obtient une formule plus simple à utiliser. Le poids d'un objet donc matérialise l'interaction avec laquelle la Terre attire à elle des objets qui sont positionnés proches de sa surface. Donc c'est la même chose que la force gravitationnelle, mais ça s'exprime avec une formule qui est plus simple. Le poids, c'est simplement la masse de l'objet qui est proche de la Terre multipliée par G, l'intensité de pesanteur terrestre. Voilà, qui nous vaut 9,81. Donc on comprend bien que si on veut parler de l'attraction de la Terre sur un objet et que cet objet est proche de la surface de la Terre, on a tout intérêt à parler de poids plutôt qu'à parler de force gravitationnelle parce que dans le cas du poids, la formule est beaucoup plus facile à utiliser. On obtient évidemment la même chose, une force donc en Newton. Donc c'est le cas ici, une balle de tennis qui est attirée par la Terre, donc soit avec la force gravitationnelle, soit le poids, c'est la même chose. On le calculera en tout cas beaucoup plus facilement si on pense à la formule du poids. Petite indication, on verra ça à travers une activité, l'intensité de pesanteur terrestre peut s'exprimer en fonction des caractéristiques de la Terre, c'est grand G, donc la constante gravitationnelle, à ne pas confondre avec petit g, de notation différente, multiplié par la masse de la Terre et divisé par le rayon de la Terre au carré, c'est comme ça qu'on arrive à la valeur 9,81. C'est l'occasion de dire aussi que si cette attraction ne s'exerce pas de la part de la Terre, mais par exemple à la surface de la Lune, eh bien le petit g de la Lune, donc l'intensité de pesanteur lunaire, s'obtiendra de la même manière, mais en remplaçant la masse de la Terre par la masse de la Lune, et le rayon de la Terre par le rayon de la Lune. Troisième force à connaître, la réaction d'un support. On a parlé tout à l'heure des actions réciproques. Dès qu'un objet appuie sur le sol, sur un support, eh bien ce support va lui rendre la force généralement égale à la force avec laquelle on appuie sur le sol au départ. Donc c'est le cas ici, la balle de golf appuie sur le tee avec une force qui correspond à son poids. Le tee soutient la balle de golf avec une force de réaction qui est exactement la même que le poids, mais simplement opposée en termes de sens. Dernière chose à connaître sur les forces, c'est qu'il existe un principe physique qui s'appelle le principe d'inertie, à nouveau repris par Newton, même s'il a été découvert par Galilée, qui énonce la chose suivante, c'est que dans un référentiel galiléen, vous affinerez cette notion de galiléen au cours de votre parcours au lycée, on peut dire un référentiel qui n'est pas trop en mouvement par rapport au système étudié. Un système isolé, c'est-à-dire soumis à aucune force, ou pseudo-isolé, c'est-à-dire soumis à des forces mais qui se compenseraient, a automatiquement un mouvement rectiligne uniforme. Uniforme voulant dire à vitesse constante. Et c'est réciproque. Si vous repérez un système qui a un mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire qu'il est soit isolé, soit pseudo-isolé.
Voilà, c'est le cas par exemple de ce ballon là qui roule sur le sol. Il roule donc de manière horizontale, il est soumis à deux actions mécaniques, une qui est matérialisée par la force F en rouge de la Terre sur le ballon, qu'on pourrait appeler le poids du ballon, et la force de réaction du sol sous le ballon. On voit bien que ces deux forces s'opposent, donc se compensent, c'est-à-dire que si on les additionne, ça fait 0. On a donc affaire à un ballon qui est pseudo-isolé. Ce ballon a donc un mouvement rectiligne uniforme, il va rouler le long du sol à vitesse constante. D'autres exemples de mouvements qui appliquent le principe d'inertie, on en verra en exercice. Et la contraposée du principe d'inertie, c'est que si les forces ne se compensent pas, et bien automatiquement ça voudra dire que le mouvement ne peut pas être rectiligne uniforme. Il sera donc peut-être uniforme mais pas rectiligne, donc curviligne par exemple, ou bien il sera peut-être rectiligne mais pas uniforme, par exemple accéléré. C'est le cas de ce skieur par exemple qui descend, il est soumis à trois forces, son poids, la réaction du support et une toute petite force de frottement, toute petite parce que c'est fait pour ça, les skis vont très bien glisser sur la neige. Ces trois forces ne se compensent pas. On voit notamment ici à travers la construction, c'est que la partie avant du poids l'emporte largement sur la petite force de frottement des skis dont on avait parlé précédemment. Donc la somme de ces forces n'est pas nulle, le skieur ne va donc pas aller à vitesse constante, il va accélérer en descendant la pente, il va donc aller de plus en plus vite. Autre exemple, la Lune qui tourne autour de la Terre, là il n'y a qu'une force, donc c'est pas la peine de regarder s'il y a compensation ou pas compensation. À partir du moment où il n'y a qu'une force, cette force ne peut pas être compensée. Donc ça veut dire que la Lune ne peut pas avoir un mouvement rectiligne uniforme. En l'occurrence, elle a bien un mouvement uniforme, c'est-à-dire elle tourne autour de la Terre à vitesse constante, mais pas en ligne droite, avec une trajectoire en forme de cercle. Donc mouvement non rectiligne uniforme, ici en l'occurrence circulaire et uniforme. Voilà, on verra là aussi à travers différents exercices et activités comment est-ce qu'on utilise cette notion de force.